Vous êtes, Julie, professeure spécialisée en transfert des connaissances et implantation de programmes probants à l'Université de Sherbrooke. Et vous êtes également directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Votre mission professionnelle est de contribuer au bien-être des populations, dont les plus vulnérables. Voilà, je vais céder la parole à Eliane pour la présentation de Bruno. Bonjour Bruno, bravo Bonjour. d'avoir réussi à être là à cet instant. Alors Bruno, vous êtes vous travaillez avec Julie, bien sûr. Vous êtes directeur du service de psychologie et d'orientation de l'Université de Sherbrooke et vous avez dirigé de façon clinique l'organisme Revivre pendant 20 ans, si j'ai bien compris. C'est ça? À peine, Et oui. vous avez mis sur pied plusieurs programmes intéressants comme J'avance et aussi vous avez fait partie du comité qui a élaboré l'outil Aller mieux à ma façon. Rien que les titres sont alléchants. Et donc aujourd'hui, avec vous deux, nous allons parler de l'aspect éducation à la santé mentale, entre guillemets, c'est ce que nous dirions en France, pour vous. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette belle invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, là, bien qu'il soit un petit peu tôt pour nous. Nous poursuivons quelques objectifs avec vous. Tout d'abord, de démontrer l'importance de développer les compétences socio-émotionnelles des jeunes tout au long du parcours éducatif dans l'optique de contrer certains enjeux de santé mentale et tous les enjeux de stigmatisation et d'auto-stigmatisation que vous avez nommés depuis ce matin. Je vais vous présenter les programmes hors piste qui visent justement le développement de ces compétences-là, du préscolaire, de la maternelle jusqu'à l'université. Et à travers ces présentations, grâce à la précieuse collaboration de mon collègue Bruno, on va discuter des cas d'Anna, d'Edouard et Jacob qui vont nous permettre de réfléchir à la question suivante. En quoi le développement des compétences socio-émotionnelles aurait pu contribuer à contrer les enjeux qui sont vécus par ces jeunes? Tout d'abord, je veux voir avec vous toute l'importance de développer les compétences socio-émotionnelles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Organisation mondiale de la santé a lancé un cri du cœur il y a plus de 30 ans en demandant au pays de développer ces compétences-là tout au long du parcours scolaire des jeunes. Plusieurs pays ont pris la balle au bon, ont développé des programmes et ont su aller de l'avant. Toutefois, plusieurs pays comme le Québec n'ont pas nécessairement pris cette balle au bon et tous les enjeux de suicide et de santé mentale ne sont pas étrangers au fait qu'on accuse un retard à ce niveau-là. Les compétences socio-émotionnelles ou psychosociales permettent de mieux composer avec les défis du quotidien, de maintenir un état de bien-être, d'équilibre, puis d'adopter un comportement approprié, positif dans nos interactions avec les autres, avec notre culture, avec notre environnement. De quoi on parle maintenant quand on parle de compétences socio-émotionnelles? Vous avez une liste ici qui n'est pas exhaustive. Selon les auteurs, ce n'est pas nécessairement la même liste, mais je vais la parcourir, puis je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que, quand vous étiez à l'école, à l'université, si vous avez poursuivi vos études, avez-vous l'impression qu'on a su vous outiller à ce niveau-là pendant votre parcours scolaire? Donc, est-ce qu'on vous a aidé à bien vous reconnaître, à vous estimer, à demander de l'aide en cas de besoin, de s'adapter, de gérer son stress, de faire preuve de bienveillance, de faire preuve d'esprit critique, de vous affirmer, de vous aider à gérer vos émotions, les réguler, à utiliser des comportements prosociaux dans vos relations avec les gens qui vous entourent, d'adopter des habitudes de vie qui contribuent à votre bien-être, de mieux communiquer,
même dans les situations où c'est plus difficile, puis de vous soutenir dans la résolution de vos problèmes. Si moi, je me pose cette question-là, on ne m'a pas beaucoup aidé à développer ces compétences-là tout au long de mon parcours scolaire. Juste un petit mot pour vous dire que les programmes hors piste qui sont au cœur de notre présentation aujourd'hui ont été élaborés par le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale que je dirige. Puis peut-être quelques mots pour dire qu'on essaie de se démarquer en élaborant des programmes qui partent des besoins exprimés par les acteurs, des programmes qu'on co-construit en s'inspirant de résultats de recherche, mais aussi du savoir d'expérience des acteurs sur le terrain. Des programmes qu'on essaie de construire dans une perspective de pérennisation et aussi de mise à l'échelle. Une fois qu'ils font leurs preuves, de les rendre accessibles à l'ensemble des réseaux, des autres milieux, pour éviter au milieu de réinventer la roue. Je ne sais pas chez vous en France, mais au Québec, le Québec est reconnu pour être très fertile en innovation, en développement de projets, de programmes de toutes sortes. Bien malheureusement, souvent, ces projets-là partent pas nécessairement de besoins exprimés, sont rarement évalués, sont rarement pérennes. Donc, on essaie un peu de faire une différence à ce niveau-là. Et vous allez le voir, je vais vous présenter 3 versions du programme hors piste. Un pour les tout-petits, préscolaires primaires, un autre pour les élèves du secondaire de 12-17 ans, puis un autre pour les élèves du collégial et niveau universitaire. Un petit mot aussi pour vous dire pourquoi ce nom, hors piste. Donc, on a travaillé avec une firme de communication, on a consulté beaucoup de jeunes, on essaie de trouver un nom qui résonnait un peu puis qui donnait le ton sur les objectifs qu'on poursuit dans ce programme-là, où on invite les jeunes vraiment à prendre des risques, à adopter peut-être des sentiers inhabituels avec des niveaux de difficulté un petit peu plus élevés, mais tout ça pour les amener à se dépasser, à faire des découvertes sur eux-mêmes et à faire des apprentissages en lien avec les compétences socio-émotionnelles que j'ai mentionnées plus tôt. Chacun des ateliers proposés aux jeunes vise vraiment à développer les compétences mentionnées plus tôt, vise à les rendre vraiment très actifs, à expérimenter des nouvelles stratégies. Donc, ce n'est vraiment pas des ateliers qui sont théoriques, c'est vraiment participatif et on les amène vraiment à partir de mise en situation, jeu de rôle, à utiliser les nouvelles stratégies qu'on souhaite qu'ils adoptent dans la vie de tous les jours. Le programme hors piste, mais vraiment une approche systémique dans le sens où on vise, oui, à outiller les jeunes en développant leurs compétences socio-émotionnelles, mais on vise à agir sur le système. Donc, vous allez le voir, on outille aussi les parents et le personnel enseignant et on met en place toutes sortes d'activités pour contribuer à établir un environnement bienveillant dans les milieux éducatifs. Débutons maintenant avec le programme hors piste préscolaire primaire, donc pour les petits dès la maternelle. Et pour débuter, puis ça va être la même formule pour chacun des programmes, je vais d'abord inviter mon collègue Bruno qui va vous décrire une situation clinique. Alors Bruno, est-ce que tu peux nous décrire la situation d'Anna? Oui, tout à fait. Merci Julie. Bonjour tout le monde. D'abord, petite mise en bouche. La présentation de ces quelques vignettes-là s'est faite avec un profond respect pour les personnes qui traversent ce genre d'épreuves-là et il ne faut pas lire aucun jugement envers les parents ou les enseignants qui ne peuvent pas toujours offrir une réponse plus adéquate à des enjeux dont ils n'ont jamais pris conscience ou offrir autre chose que ce qui leur a été offert à eux-mêmes. Parfois, c'est le cas, et tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. La réalité que je vais décrire dans ces vignettes-là, c'est celle d'amis proches, de gens que je respecte beaucoup, ainsi qu'un peu de la mienne. Donc, la situation d'Anna, elle a 11 ans, c'est une jeune fille qui termine son école primaire, une passionnée de musique en tout genre, très bonne pianiste aussi déjà en devenir, elle est sociable, elle est rieuse, elle aime beaucoup le ski, mais a peur de la vitesse, donc chacun ses forces.
Cette situation est qu'elle vit un déménagement récent. Et ses parents ont une vie très active, ils sont très affairés par leur travail respectif, les cours se succèdent, de même que les activités préscolaires, parascolaires aussi. Et lorsqu'elle présente des problèmes ou des contrariétés, on lui demande de changer d'attitude, d'améliorer ses résultats scolaires, de faire des efforts supplémentaires en raison du plus grand défi qui s'apprête à venir au secondaire et son désintéressement est interprété davantage comme de la paresse. Alors, elle passe de plus en plus de temps à s'isoler dans sa chambre, sans parler à ses parents lorsqu'elle revient de l'école. Les rires se font rares, un visage neutre ou affaissé. Elle n'aime plus jouer le piano et le déclare un peu dans un élan d'émotion parce qu'elle n'osait pas le dire. Réagit de plus en plus avec colère aux contrariétés dans ses petits conflits avec ses frères et sœurs, contacte très peu ses amis, les résultats scolaires chutent, donc un tableau assez fréquent pour des jeunes de cet âge-là qui vivent une détresse qui commence à naître et révèle éventuellement qu'elle pleure chaque soir. Si je vous présente le programme Orpis au primaire, attendez un petit peu. Donc, le programme se décline en 3 volets, naturellement pour venir agir là, sur tous les volets du système. Donc, un volet pour les élèves, les parents et l'équipe école. Pour le volet des élèves, donc, on propose aux élèves des ateliers de la maternelle à la 6e année. À chacun des niveaux, les élèves ont accès à entre 4 et 6 ateliers qui sont offerts soit par l'enseignant ou par des membres de l'équipe école, des ateliers qui durent environ 40 minutes et qui visent particulièrement les compétences psychosociales que vous voyez à l'écran, donc l'estime de soi, la résolution de conflits, les habitudes de vie, la gestion des émotions, le bien-être, l'entraide, la gestion du stress. Et tout ça avec des mises en situation très concrètes, arrimées aux enjeux auxquels ils sont confrontés, des jeux de rôle, des jeux interactifs, des discussions, des réflexions individuelles et collectives, l'utilisation de techniques d'impact, là où on utilise l'analogie pour que ça soit plus facile pour les jeunes de comprendre certains concepts. Et on les initie aussi, bien qu'ils soient tout petits, à la pleine conscience. De plus en plus d'évidences scientifiques démontrent les retombées positives de développer les habiletés de pleine conscience, même chez les tout-petits. Après chacun des ateliers, les parents reçoivent un courriel pour les informer de ce que les élèves ont vu pendant l'atelier et aussi pour leur pister des idées de discussion à avoir avec leur enfant pour permettre un réinvestissement des apprentissages. Les parents ont aussi accès à une formation sur le stress et l'anxiété, puis une petite fiche synthèse sur le sujet pour les aider à bien distinguer le stress de l'anxiété, les signes avant-coureurs, mais surtout comment accompagner leurs enfants dans la gestion de tout ça. Du côté de l'équipe école, une formation est aussi offerte aux membres de l'équipe école, à la fois sur le stress et l'anxiété, mais une formation aussi sur la pleine conscience. Également, je ne sais pas pour vous en France, mais au Québec, il y a des enjeux d'épuisement professionnel chez nos enseignants. Donc, un atelier qui les invite aussi à prendre soin d'eux, puis prendre soin des membres du personnel de leurs collègues. Des fiches synthèses les aident aussi à avoir des aides-mémoires à ce sujet. Juste quelques mots pour vous dire que présentement, le volet préscolaire primaire est en implantation là, dans une trentaine d'écoles. On va, à partir de septembre prochain, soutenir 50 écoles dans l'implantation et dans l'évaluation pour par la suite mettre le tout à l'échelle à l'ensemble des écoles primaires du Québec. On va passer maintenant au programme secondaire. Donc, oh non, excuse-moi Bruno, j'allais t'oublier. Donc, j'invite à nouveau
Bruno, pour faire un retour sur la situation d'Anna en se posant la question, et si Anna et son entourage avaient eu accès au programme préscolaire primaire, en quoi ça aurait pu être un peu différent? Alors, à toi la parole, Bruno. Bien sûr. Une des grandes différences, c'est un peu la réaction de l'environnement face aux manifestations d'humeur dépressive qu'Anna a pu commencer à manifester. Donc, elle entre bientôt au secondaire, spécialisation en musique. Elle s'est mise à la peinture avec un talent discutable, mais c'est un exutoire efficace. Elle commence à être plus ouverte envers ses amis aussi. Elle nomme à ses parents lorsqu'elle va moins bien, lorsqu'elle a besoin d'aide. Et en fait, la grosse différence, c'est que ses parents sont plus à l'écoute des signes et les enseignants également, qui sont plus à l'affût des changements de comportement. Et il peut y avoir vraiment une alliance entre les enseignants, les enseignantes et les parents sur la façon de réagir de façon commune et surtout de se parler. Donc, parmi les compétences acquises pour Anna, l'écoute, l'acceptation des émotions, donc vraiment des stratégies initiales de régulation émotionnelle qui l'amènent à accepter davantage la présence d'émotions désagréables et d'avoir déjà quelques outils pour mieux gérer ça au quotidien. Aussi, lorsqu'elle fait ça et qu'elle apprend à s'ouvrir davantage à ses amis, c'est un peu ça entraîne ses amis à s'ouvrir davantage envers elle également. Et ça devient un peu un cercle vertueux de bienveillance mutuelle et envers soi. Donc, c'est sûr que ce ne sont pas forcément tous les enfants qui, à cet âge, démontrent d'aussi bonnes capacités d'introspection. Cependant, c'est bien de voir ça un peu comme un entraînement et commencer à faire quelque chose plus tôt. Donc, c'est inégal, mais on prend ce qu'il y a et souvent, on peut semer des graines qui peuvent germer pendant longtemps pour le reste du temps. À toi, Julie. Merci, Bruno. Donc, passons maintenant au programme qui est destiné aux élèves du secondaire, donc pour les 12-17 ans, qui est beaucoup plus développé que celui du primaire. Il est soutenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour être accessible à l'ensemble des écoles secondaires du Québec. Encore une fois, pour débuter ce programme, je vais inviter Bruno à décrire la situation d'Édouard qui va être au cœur de nos discussions en lien avec cette version du programme. Alors, passons à un jeune garçon de 15 ans. Il est environ à la moitié de son parcours au secondaire, en troisième secondaire. Un élève qui est très performant, il est passionné de sciences et de mathématiques, s'intéresse de plus en plus au changement climatique et à l'environnement, prend beaucoup de soin de son frère plus jeune, c'est l'aîné. Ses parents sont extrêmement scolarisés et très sensibilisés eux aussi à l'environnement, ce n'est pas un hasard, et répondent un peu à sa soif d'apprendre en lui donnant accès à de plus en plus d'articles et de données, l'alimente énormément là-dessus pour parfaire ses connaissances et aussi parce qu'il en redemande. Cependant, à partir d'un certain point, Édouard éprouve de plus en plus de difficultés à dormir. Il suit assidûment les nouvelles sur l'état de la planète à chaque jour. C'est devenu de plus en plus facile de faire ça. Son appétit semble diminuer, perte de poids aussi. Et il commence à composer des textes de plus en plus alarmants sur le sort de l'humanité. Montre beaucoup d'agitation, d'irritabilité devant l'inaction des gens. Et là, à partir d'un certain point, ça commence à avoir des répercussions sur ses résultats scolaires, se désintéresse de ses cours, qu'il juge qu'ils sont inutiles, considère beaucoup de loisirs et de petites choses du quotidien comme étant trop banales et pas vraiment centré sur ce qu'il faudrait faire pour sauver la planète et ce qui lui entraîne de plus en plus des commentaires désobligeants en classe et d'autres élèves qui l'étiquettent comme un autiste ou quelqu'un d'obsessif. Donc, voyons maintenant le programme qui est proposé. Au Québec, plus les élèves vieillissent, plus ils montent là, en niveau, plus on observe une augmentation du stress et de l'anxiété. C'est pourquoi, au niveau secondaire, le programme est encore plus intensif de ce que je vous ai présenté tantôt pour le préscolaire primaire.
Au secondaire, on a aussi 2 volets. Un volet exploration, qui est de la prévention universelle, des ateliers offerts auprès de tous les élèves, et aussi de l'intervention précoce, qui est offerte à certains élèves qui demeurent anxieux malgré l'offre des ateliers dans le volet universel. Donc, pour ce qui est du volet exploration, donc de prévention universelle, les objectifs sont vraiment de développer les compétences socio-émotionnelles que j'ai mentionnées au début de la conférence. Et à moyen terme, c'est pour prévenir les troubles anxieux et d'autres troubles d'adaptation. Au premier cycle, secondaire 1 et 2, les jeunes ont accès à 10 ateliers de septembre à décembre sur les heures de classe, des ateliers animés par l'équipe école qui abordent différents thèmes qui sont directement liés avec les compétences que j'ai nommées plus tôt. Et en fonction aussi des enjeux développementaux qu'ils vivent particulièrement en première secondaire ou en deuxième secondaire. Quelques mots pour vous parler de l'évaluation. Ce programme-là est grandement évalué depuis 2018. L'évaluation se poursuit. Je vous présente juste certains petits résultats pour démontrer un petit peu l'évaluation d'impact. Donc, l'année passée, cette évaluation-là qui a été réalisée auprès de 15 écoles. Donc, on a un protocole d'évaluation composé d'une centaine de questions passées aux élèves avant le déploiement du programme et par la suite. On a près de 2000 élèves qui ont participé à cette évaluation-là. Et c'est très rare pour un programme de prévention universelle d'entraîner des retombées aussi importantes. Donc, on observe vraiment une diminution des symptômes liés à plusieurs troubles et enjeux de santé mentale et aussi une diminution de plusieurs autres troubles d'adaptation qui sont aussi très présents chez les jeunes à cet âge-là. Et la bonne nouvelle aussi, c'est une augmentation du sentiment d'auto-efficacité. Donc, c'est des résultats pour lesquels on est très fiers, comme je le disais, parce qu'en prévention universelle, on entraîne rarement autant de retombées. Pour ce qui est du deuxième cycle, donc pour les élèves un petit peu plus vieux, donc on poursuit le développement des compétences amorcées au premier cycle et à l'aide de 3 types d'activités, des activités hors cursus, donc à l'extérieur des cours, que ce soit en sortie scolaire ou autre, des activités en classe très arrimées au programme de formation des enseignants, puis des activités milieu qui visent à changer un petit peu la culture de l'école. Je vous donne des exemples très concret. Donc, une activité reconnexion nature pour les élèves de 3e secondaire qui font une sortie en nature et sont sensibilisés aux effets positifs qu'elle peut avoir sur eux. L'organisation d'une semaine thématique sur les saines habitudes de vie, une activité sur les bienfaits de l'activité physique et sur le bien-être dans les cours d'éducation physique, une activité d'art plastique qui amène à illustrer différentes compétences socio-émotionnelles. En français, une discussion philosophique sur le bonheur, une activité de photo-voix qui amène les jeunes à prendre en photo des éléments de l'école qui sont soit apaisants ou anxiogènes, puis il y a un debriefing qui est fait par la suite. Donc, voilà quelques exemples. Si je vais maintenant au niveau de l'intervention plus précoce via le volet expédition, donc, comme je le disais tantôt, malgré ce qu'on a pu offrir dans le volet prévention universelle, certains jeunes demeurent anxieux. Le post-test permet de le constater. Alors, on offre à ces jeunes-là une intervention beaucoup plus intense de 10 ateliers de groupe en petits groupes qui permet d'aller encore plus loin dans le développement des compétences socio-émotionnelles, mais surtout dans la gestion de l'anxiété. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, on permet aux jeunes d'aller plus loin, d'élargir leur zone de confort, de mieux composer avec l'anxiété, mais on permet également
aux parents via une intervention de groupe, pendant 5 rencontres de groupe, de mieux comprendre ce que c'est l'anxiété et de développer des outils pour accompagner leur jeune à mieux composer avec ça. Souvent, le jeune anxieux a un parent anxieux qui veut de bonne foi le protéger, mais parfois, ça ne l'aide pas, hein, ça l'évite aux jeunes de développer de développer ses compétences en trop le protégeant. Fait que souvent, ces ateliers-là, pour les parents apprécient énormément. Puis souvent, ça les aide par le fait même. J'inviterai maintenant Bruno à revenir avec la situation d'Édouard en se posant la question. Et si Édouard et son entourage avaient eu accès à ce programme, est-ce que la situation aurait été différente? Évolution favorable pour Édouard, aucune surprise. Il a réduit son temps de consommation d'activités environnementales et de façon générale, fait l'apprentissage que face à l'anxiété qu'il vit, une des solutions possibles est de s'engager de façon active dans des actions qui ont le plus de sens pour lui. Donc, il commence à écrire des textes, à proposer des papiers au journal étudiant. Et tente de poser des actions concrètes lorsqu'il sent qu'il y a une perte de contrôle. Ses parents sont beaucoup plus sensibilisés aussi au dosage crucial d'informations à lui transmettre et apprennent à lui faire confiance et l'entraînent à se faire confiance aussi dans sa capacité à se mettre de la pression tout seul. Donc, il n'a pas besoin de ses parents pour ça. Et ils sont plus sensibles à l'effet de leur propre anxiété aussi sur lui. Encore fallait-il qu'ils reconnaissent qu'elle existe, mais c'est quelque chose qui se travaille. Donc, bien sûr, Édouard n'est pas moins inquiet pour le sort de l'humanité, mais ça ne le paralyse plus autant. Il a rencontré un ami qui l'initie à la photographie en nature et lorsqu'il y a des montées d'anxiété, il met en application des stratégies d'auto-apaisement ou de relaxation où il attend la fin de la tempête. Quelque chose que j'ai remarqué beaucoup lors de mon passage à Revivre, étant donné que l'anxiété faisait partie intégrante de la mission et que plus on intervenait auprès des jeunes devant des parents complètement désemparés, plus on s'apercevait à quel point c'était possible de semer des graines très tôt et de travailler justement comme le programme Hors-Piste le fait sur l'amélioration du sentiment d'auto-efficacité et de ne pas chercher à faire disparaître l'anxiété va demeurer, mais d'apprendre à la gérer, à la canaliser autrement et aussi à se laisser moins emporter et faire moins en sorte que l'anxiété prenne le contrôle de la partie comportementale de ce qu'on fait au quotidien et c'est quelque chose qui peut avoir une avenue très favorable lorsque c'est abordé de la bonne façon assez tôt. Dans la réaction des autres élèves en classe aussi qui se laissent plus influencer par son effort d'engagement et par un certain leadership par rapport à ça aussi. Merci Bruno. Donc, on passe maintenant au programme Hors-Piste volet postsecondaire, donc pour les étudiants du collège et de l'université. Encore une fois, Bruno, je t'inviterai à décrire la situation de Jacob qui va être au cœur de ce programme. Jacob a 19 ans. Il est né à sa 2e session d'université dans la faculté de droit, quelqu'un qui est très en vue. Un capitaine de son équipe d'improvisation, il est extrêmement engagé dans son association facultaire aussi. Un jeune homme qui est apprécié de ses professeurs, qui a un réseau social étendu. Cependant, à partir d'un certain point, il y a un point de virage et ses comportements commencent à susciter des questions. Donc, un conflit majeur avec une équipe de travail. Il y a un ami qui vient partager ses inquiétudes auprès du service de psychologie face à son ami. Et commence à tenir des propos de plus en plus intenses, un peu décousus, dort extrêmement peu car la vie n'attend pas. Et là, son quotidien commence à être ponctué d'altercations, dont une très vive avec un professeur et finit par avoir aussi des menaces de la faculté de l'exclure si jamais il ne redresse pas son comportement. Ce qui se passe pour Jacob, c'est que sur le coup des interventions de la faculté et de ses amis, il s'isole de plus en plus. Il arrête d'aller à ses cours pour se concentrer sur ses propres projets qui sont plus importants. Le point le plus important probablement, c'est qu'il refuse de consulter parce qu'il considère que les services sont pour les faibles et les vulnérables. Merci Bruno. Donc,
Donc, si on va au niveau des objectifs de ce programme, là, la visée est vraiment de favoriser le bien-être psychologique de la communauté étudiante postsecondaire et on le fait en mettant en place une approche globale qui comprend plusieurs initiatives réputées efficaces, arrimées aux besoins et réalités de la communauté pour venir diminuer les facteurs de risque, augmenter les facteurs de protection liés à la santé psychologique et à la santé mentale. C'est un projet pour l'instant qui est régional, donc à la région de l'Estrie, qui est la région où moi et Bruno, nous sommes présentement. Éventuellement, ce projet pourrait s'implanter dans d'autres régions du Québec. C'est un projet aussi qui met de l'avant l'approche systémique. Encore une fois, on met en place, oui, des initiatives pour venir outiller les étudiants, mais aussi pour outiller les membres du personnel et changer la culture. Particulièrement à l'universitaire, on a une culture qui est axée sur la performance, pas nécessairement sur la bienveillance. Donc, on essaie d'amener une culture qui va équilibrer un peu cette question de performance avec la bienveillance. C'est un projet où on met de l'avant une approche scientifique en lien avec ce que je disais tantôt. On ne veut pas juste innover, mais on évalue ces innovations-là pour s'assurer qu'elles font une différence dans la vie des gens. Et on a une approche Living Lab. On veut vraiment que ce projet-là soit pour et par les étudiants, qu'on essaie d'impliquer tout au long du processus pour nous partager leurs besoins, pour s'assurer que ce qu'on met en place pour eux est vraiment arrimé à leur réalité et à leurs besoins. Un super beau levier qu'on a dans ce projet-là au Québec, c'est que c'est tout chaud. Le Canada a maintenant une nouvelle norme sur la santé mentale et le bien-être des étudiants postsecondaires. Et c'est vraiment une norme qui vraiment encourage les milieux postsecondaire à effectuer un changement de culture et en favorisant la participation aussi des étudiants. Donc, tout ce qu'on fait dans ce projet régional-là est directement aligné sur cette norme-là qui devient un beau levier pour inciter les hauts dirigeants de nos organisations à embarquer avec nous dans ce projet. Je donnerai maintenant la parole à Bruno pour nous parler un petit peu des niveaux d'action dans le projet. Donc, ce qu'on aperçoit ici, c'est une division en fait des éléments sur lesquels on peut intervenir. Ce n'est pas un modèle qui vient de nous, mais c'est inspiré largement de travaux d'organisation qui sont cités là. Donc, on voit ici dans les niveaux des paliers 7 et 6, typiquement davantage l'intervention de services comme ceux que je dirige, donc le service de psychologie et d'orientation, où est-ce qu'on est appelé à réagir à des situations de crise et à venir en aide directement aux étudiants qui ne vont pas bien, qui ont des problèmes. Cependant, pour véritablement faire une différence sur la culture et pour entraîner davantage le développement de compétences socio-émotionnelles, il faut travailler sur d'autres niveaux. Et c'est là où le leadership de l'université fait toute une différence, où on sent vraiment à travers les comités qui mettent en place et les actions que je vais décrire un petit peu plus tard, des efforts qui sont faits sur les 5 autres niveaux qu'on voit ici. Donc, sur le développement de compétences, oui, ainsi que sur la capacité de la communauté à répondre, mais avec des interventions aussi en amont sur l'environnement et aussi sur la structure institutionnelle. Donc, je lui parlais d'une culture de bienveillance, ça ne se fait pas autrement qu'en ciblant aussi les habiletés pédagogiques et l'accent que les professeurs vont mettre sur ces éléments-là plutôt que strictement sur la performance à tout coup. Donc, une des actions qu'on a mis en place il y a quelques mois seulement, c'est tout nouveau, c'est que l'université a constitué une équipe d'accompagnateurs, des gens qui font partie de l'équipe de Julie, de mon équipe également, et des services à la vie étudiante, pour être pairés avec des gens qui sont identifiés dans chacune des facultés de l'université comme étant des porteurs et des gens qui peuvent avoir une influence décisionnelle. On commence par analyser le type d'initiatives qui ont été déployées par les années précédentes ou en tout cas récemment pour prendre soin davantage de la santé psychologique des étudiants. On met en valeur les bonnes actions qui ont été prises et
on explore aussi qu'est-ce qui peut être fait en fonction de la littérature, des meilleures initiatives qui existent ailleurs au Québec, au Canada, mais aussi dans le monde. Et on encourage les facultés et les personnes identifiées à cibler vraiment des domaines d'action qu'ils jugent prioritaires et ensuite y accoler des initiatives qui ont le plus de sens pour ces domaines d'action-là. Et ensuite, il y a une évaluation qui peut être faite de l'implantation de ces initiatives-là qui sont les plus prometteuses et c'est un peu ce que les gens de l'équipe de Julie, c'est là-dedans qu'ils se spécialisent. L'idée derrière ça est vraiment que le fait de soutenir la santé psychologique et le développement des compétences des étudiants ne repose pas seulement que sur les services typiques qui sont toujours impliqués là-dedans, mais qui ne ciblent pas autant d'étudiants que si on responsabilise vraiment l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire pour le faire. Pour faire ça, les gens du Centre d'expertise universitaire en santé mentale, RBC, ont travaillé très fort pour documenter justement quelles étaient ces initiatives-là et les pratiques les plus inspirantes pour en constituer un catalogue qui peut être vu sur leur site Internet. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Parmi les initiatives les plus qu'on retrouve souvent, il y a des stratégies d'aménagement physique sur le campus, des initiatives de zoothérapie aussi, méditation, yoga, des activités de promotion de la santé mentale par la nature, des applications mobiles et toutes sortes de projets aussi étudiants parfois qui visent davantage à encourager le soutien par les pairs ainsi que différents programmes. Un petit résumé du sommaire de quelques initiatives. Donc, il y a des ateliers qui favorisent le développement des compétences socio-émotionnelles chez les étudiants qui sont déployés un peu partout sur le campus. Il y a un atelier conférence sur la thématique « Contribuer à une culture de bienveillance dans mon milieu », la mise sur pied d'un cours aussi pour les étudiants de doctorat et de post-doctorat, ainsi qu'un cours pour les étudiants à la maîtrise qui gravitent toujours autour de ces thèmes-là. Et ce sont des actions qui sont très efficaces pour travailler sur justement un changement de culture au sein de l'université. Jusqu'à date, la réponse des gens qui prennent ces cours-là est extrêmement favorable. Il y a une initiative aussi qu'on a mis de l'avant à l'Université de Sherbrooke et dont on est très fiers qui s'appelle les aides à la vie étudiante, qui sont plus de 190 membres du corps enseignant et du personnel administratif qui choisissent de s'engager à prendre un rôle actif plus grand pour agir comme sentinelle auprès des étudiants qui pourraient éprouver des difficultés et qui s'affichent comme tels, donc pour être une porte à laquelle les étudiants peuvent cogner s'ils vivent la détresse, donc une façon de se rapprocher un peu des étudiants et d'agir de façon proximale avec eux. Donc, les AVE, c'est quelque chose, ça devient un canal aussi favorable par lequel on fait passer toutes les informations sur les services qui sont offerts et rappeler aux étudiants qu'est-ce qui peut s'adresser à eux s'ils traversent des difficultés. Donc, il y a aussi une campagne de sensibilisation qui s'en vient et on encourage beaucoup les étudiants aussi à venir nous voir au Centre RBC comme au service de psychologie et d'orientation s'ils ont des projets dans lesquels ils souhaitent s'engager pour contribuer à ça. Donc, on reviendrait sur la situation de Jacob, Bruno, pour voir si ça aurait pu faire une différence pour Jacob d'avoir accès à ce programme en amont. Oui, donc pour Jacob, bien sûr, c'est un portrait qui est plus favorable. Donc, en fait, il y a beaucoup la réaction de l'entourage qui s'efforce de ne pas l'ostraciser davantage et l'encourage à aller prendre soin de lui. Non? Et le réflexe est que lorsque Jacob a une perte d'équilibre, qu'il y a une prise de rendez-vous avec les services d'aide aux étudiants et qu'il ne se pose pas la question avant d'y aller. Donc, il y a une référence qui est faite aussi vers une équipe médicale spécialisée en externe et la prise imminente d'un traitement, c'est ce qui s'en vient. Donc, une des grosses différences, c'est que les coéquipiers et la faculté ont agi davantage comme des sentinelles bienveillants. Et la honte et la culpabilité ne l'ont pas empêché d'aller demander de l'aide. Il y a un sursis qui a été offert pour les cours en lui promettant de le réintégrer dès que la santé revient sans pénalité. Et une opportunité de se joindre à un groupe de soutien au travers de sa réintégration académique. Lorsqu'il y a un déséquilibre par après, donc une capacité à reconnaître ça un peu plus rapidement et à se tourner vers les services existants. Donc, probablement un changement de posture de l'établissement, passer de la menace d'exclusion aux mesures davantage de soutien et d'accueil et travailler à bâtir la confiance en la capacité de la personne à se rétablir et à reprendre part
de façon active à la vie universitaire, devenir un citoyen actif, apprécié, dont le potentiel peut enfin se déployer. Bien sûr, il y a un peu de rêve dans ce portrait-là, mais ce n'est pas hors de portée si on prend soin beaucoup plus tôt de ne pas laisser la stigmatisation faire son œuvre et en étant introjecté à priver des jeunes avec un immense potentiel de se donner accès à des soins et à des traitements appropriés qui existent. Donc, c'est le souhait, mais Julie et moi, on y croit que c'est possible d'en arriver à changer la culture pour que ce genre de choses-là soit possible. Donc, un gros merci pour votre attention. On serait prêt à la période de commentaires et de questions. Eh bien, écoutez, vous avez beaucoup enthousiasmé, beaucoup de remerciements de la part des spectateurs dont certains envisagent d'émigrer au Québec. Hein. Alors là, je ne sais pas si vous allez être aussi contents. C'est vrai que ça fait très envie. Il y en a qui disent « Ah, nous, on n'a pas eu ça. » Vous voyez, ce n'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des commentaires où les gens se disent « Bon, c'est vrai que ça fait très, très, très envie. » Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis qu'en plus, c'est appuyé, je veux dire, il y a des preuves et vous commencez à en avoir les résultats. Alors, personnellement, je tiens à vous féliciter. Voilà. Eliane, est-ce que tu me permets d'ajouter peut-être un petit commentaire? Dans mon ancienne vie de gestionnaire dans le réseau de la santé, j'ai été très active avec le ministère de la Santé au Québec dans l'implantation des bonnes pratiques en prévention du suicide, où on a vraiment outillé les intervenants, les gestionnaires. Puis je pense qu'on a fait un bon travail. On a réussi à contribuer à une diminution des taux de suicide au Québec. Mais pendant toutes ces années, j'avais vraiment le sentiment qu'on devait agir davantage en amont. Fait que ce programme-là, j'ai vraiment la forte conviction qu'on vient agir en amont en outillant nos citoyens à mieux composer avec les enjeux qu'on peut vivre au quotidien, puis qu'au final, j'ose croire qu'on va contribuer à diminuer les enjeux de santé mentale et de suicide au Québec, puis éventuellement dans d'autres provinces, d'autres pays. Oui, ça. On est tout à fait intimement persuadés tous que l'éducation, ça commence tout petit. Bon, l'école, surtout en France, c'est vraiment un moment très important des enfants. S'il n'y a pas tout ce que vous mettez en mouvement autour d'eux, s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas aussi l'éducation des parents, des enseignants, etc., on voit bien que ça ne peut pas se passer bien. Donc, ça fait vraiment très envie. Mais c'est aussi un très, 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 très gros travail. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres personnes présentes. Voilà, on a beaucoup parlé de santé mentale ce matin. Je crois on pourrait parler d'espace mental aussi parce que vous élargissez nos horizons, nos perceptions. On en a bien besoin pour remettre en cause nos réflexes un peu limités. Et en tout cas, un très grand merci à cette participation ce matin. Et peut-être avons-nous le temps de prendre une ou deux questions, Dominique, si elles se présentent. Le micro. Alors, dans les questions, on nous demande effectivement, est-ce que les programmes hors piste sont destinés à l'ensemble des élèves et également, alors c'est moi qui vais compléter aussi, est-ce que ça va au-delà du Québec, c'est pour l'ensemble du Canada ou Donc, les programmes que je vous ai présentés ne sont pas au même niveau de développement. Pour ce qui est du programme au secondaire, donc, il y a vraiment une équipe d'accompagnateurs présentement au Québec qui accompagne
l'ensemble des écoles qui veulent le mettre sur pied. Donc, il y a vraiment un plan de déploiement il y a près de 500 écoles secondaires au Québec, là, que ces écoles puissent avoir accès au programme. Donc, on parle vraiment de l'ensemble des élèves qui vont avoir accès à ce programme-là. Et étant donné que l'animation est faite par des acteurs de l'école qu'on outille, bien, il y a vraiment une question de pérennisation là, de ce programme-là qui va de soi. Pour le programme au primaire, qui est à un niveau de développement moins élaboré, hein, on l'a élaboré l'année passée, fait que cette année, c'est 30 écoles, en septembre prochain, 50 écoles qui vont implanter, mais par la suite, même processus, l'ensemble des écoles vont avoir accès à ce programme. Pour ce qui est du postsecondaire, ben, je l'ai nommé tantôt, présentement, c'est un programme qui est régional à l'Estrie avec les 5 établissements postsecondaires. Une fois qu'on va l'avoir évalué et documenté, on pourrait le rendre disponible aux autres régions du Québec, mais on n'est pas rendu là pour l'instant. Donc, tout ça pour dire que présentement, c'est très québécois, c'est plus au Québec, mais il y a vraiment une ouverture à partager. On est vraiment dans une approche de démocratiser l'accès à ce qu'on fait. On est déjà en lien avec d'autres provinces, d'autres pays, même en Afrique, de gens qui sont intéressés à l'implanter. Donc, il y a cette ouverture vraiment à partager avec d'autres pays, ces programmes-là.